après une longue absence, me voici de retour. Voilà, je ne sais pas encore si ça sera un retour pour un rythme de vidéo infernal ou pas, on verra bien. Je préfère rien annoncer, ce sera beaucoup mieux. En tout cas, voilà un retour sur un sujet, catch et MMA, qui est directement lié à pourquoi j'ai été absent comme ça pendant aussi longtemps. Après, c'est pas grave. C'est qu'en fait, j'ai regardé beaucoup de MMA et plus du tout de catch pendant tout ce temps-là. Mais le catch reste une forte passion, je sais que je vais y revenir, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et d'ailleurs, c'était un peu là quand je regardais du MMA. Et je me suis dit, en regardant du MMA, plusieurs fois, je me suis dit des trucs que j'ai trouvé relativement intéressants. Et j'ai pensé peut-être faire une liste de toutes ces choses-là pourrait m'amener à faire une vidéo qui serait elle-même très intéressante. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc en fait, la liste, au départ, je ne savais pas quelle longueur elle allait faire et c'est tout ça. Donc, si vous voulez, bon, vous ne savez pas forcément quelle taille font mes notes habituellement, mais là, ça fait beaucoup. Bon, ceci dit, ça va être une de ces vidéos où je vais ni être dans le cadre informatif, c'est-à-dire vous dire des choses factuelles à ma sauce, ni dans le cadre chronique où je vais vous donner mon ressenti sur des choses que vous avez peut-être vues vous aussi et vous expliquer mon point de vue, enfin essayer d'expliquer pourquoi j'ai ressenti ce que j'ai ressenti. Là, c'est plus de l'ordre des idées qui sont passées dans la tête et que je vous balance pour voir un peu ce que vous pouvez en penser, peut-être me faire à mon tour après évoluer quoi, et vous stimuler comme ça un peu en vrac, un peu en survolant parfois des trucs. Des fois j'ai pensé des choses sans forcément pouvoir les expliquer, donc voilà, ça sera toujours un peu comme ça. Mais je pense que ça sera assez intéressant pour un peu vous intéresser au catch ou au MMA ou aux deux. Voilà. Alors juste un petit mot un peu sur la chaîne. En gros, je voulais pas faire l'année 80 dans les territoires de NWA et 1994 à WCW, qui étaient les deux prochaines vidéos que j'avais prévues initialement, sans être comme ça dans une espèce d'engouement pour le catch, comme je suis la plupart du temps. Parce que je me suis dit que j'allais faire des vidéos avec un peu moins de passion et que ça allait peut-être se ressentir et que ça allait faire un contenu moins intéressant. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça serait peut-être mieux d'attendre de revenir dans le catch pour faire ces vidéos-là. Là, comme je vais parler de MMA et que je suis dedans, je me dis que ça va être cool quand même. Donc voilà un peu pour l'explication et je devrais revenir avec des vidéos sur les autres sujets tôt ou tard, soyez juste patients. Voilà. Néanmoins, je vais quand même répondre aux questions qu'on m'a posées sur les dernières vidéos concernant ces sujets-là et principalement sur les questions qui ne sont pas directement liées aux années 90 à la WWF et WCW. Ces questions plus spécifiques, j'y répondrai dans la prochaine vidéo sur l'un de ces sujets. Voilà, donc je commence avec les questions. Alors, les questions, je les ai imprimées. Alors, j'en ai pas pris beaucoup, parce que je voulais pas non plus passer trop de temps là-dessus, surtout que voilà. J'ai 3 personnes et à peu près 4-5 questions. Alors, la première flopée de questions, c'est assez rigolo, parce que ça n'a rien à voir avec tout ce que je peux parler sur cette chaîne. Ce sont des questions de Rizzy Tass, qui me dit « Quel style de musique écoutes-tu et de quelle époque ?» Donc, voilà, c'est complètement random comme question, mais enfin pourquoi pas, moi ça me dérange pas, c'est plutôt rigolo. Alors, vous avez vu comment je parle de catch souvent, avec beaucoup de passion et je peux en parler longtemps, vous avez remarqué. Je considère que la musique c'est une passion encore plus importante pour moi que le catch. Donc ça peut vous indiquer que j'en écoute beaucoup, d'ailleurs j'ai pas mal de CD là derrière, je sais pas si vous voyez. Bon après on peut écouter beaucoup de musique sans avoir beaucoup de CD, c'est pas le problème. Mais oui, c'est une passion très importante pour moi, donc j'écoute énormément de styles, énormément d'époques différentes. J'aime pas dire j'écoute de tout parce que c'est un peu ce que disent les gens qui n'écoutent en fait que pas grand chose. Je préfère dire que j'ai pas vraiment de limite, c'est-à-dire que ma curiosité va même dans des styles qui pourraient paraître un petit peu obscurs. Donc ça peut être aussi bien de la musique classique que du metal extrême, black metal, trucs comme ça, que du jazz, que du hip-hop, que de la musique du monde, que de la soul, du post-punk ou des trucs industriels, expérimentaux, bon, j'en sais rien, musique électronique bien sûr aussi, bref, de toute époque. Donc voilà, pour répondre à la question. Et si tu veux en savoir plus, et si tu veux parler de musique, n'hésite surtout pas à me contacter sur Skype. Pour trouver mon Skype, il suffit d'aller sur la page d'accueil de cette chaîne, et vous trouverez ça facilement. Sinon tu me demandes en dessous. Bref. Continuons avec toujours question de Rizitas. Que penses-tu de la présence de la musique dans le catch? Il me semble que tu avais évoqué l'idée un jour de faire une vidéo dessus. Ça serait vraiment intéressant de t'entendre parler des thèmes des catcheurs et des pay-per-view qui peuvent nous plonger dans un univers. Effectivement, j'ai dû dire ça, mais je suis pas sûr d'arriver à avoir un contenu vraiment intéressant. Alors, je crois que c'est plus intéressant que je fasse ce que je fais d'une manière générale, c'est-à-dire évoquer la musique
par-ci par-là dans mes vidéos. Ceci dit, si tu veux que je fasse cette vidéo, il faudrait que tu me poses plein de questions sur la musique dans le catch. Et là, peut-être que je vais me dire, ah ouais, tout ça c'est intéressant, et regrouper tout ça dans une vidéo. Qui sait? Donc si tu es vraiment motivé, c'est la meilleure façon de faire. Voilà. Ce que je pense de la musique dans le catch, vite fait, 2-3 trucs en vrac, je trouve que ça apporte beaucoup de choses quand c'est bien fait, mais ça n'a pas été bien fait par tant de fédérations que ça, si longtemps que ça. Par exemple, à la WWE, ils l'ont vraiment bien fait pendant les années fin 80 et années 90. Et à partir de la fin de la Attitude Era et ensuite la période qui suit, je trouve qu'ils ont commencé à faire des thèmes de lutteurs, sûrement sur plus des accords avec des maisons de disques pour faire vendre des CD, que véritablement parce que ça convenait aux lutteurs. Ils ont arrêté de faire des thèmes sur mesure, instrumentaux comme ils pouvaient faire avant. Donc ça c'est dommage. Là ils y reviennent un petit peu, ceci dit. Il y a des thèmes que j'aime beaucoup actuels où ils sont pourtant très minimalistes, mais le thème de Seth Rollins je le trouve très cool, alors que c'est juste un espèce de blast comme ça. Mais quelque part ça l'incarne un petit peu, quoi. La New Japan aussi dans les années fin 80 et 90 avaient des ils avaient des très bons thèmes. Au Japon c'est vraiment cool parce que souvent je sais pas pourquoi, mais le public se mettait à chanter le nom du gars en rythme avec le thème. Ce qui est quasiment jamais arrivé aux États-Unis, à part avec Kurt Angle et les You Suck Chant. Mais voilà, c'était. Donc il y a plein de choses à dire quand même. Ce que je peux dire, c'est que quand ça marche, ça amène une énorme plus-value. Surtout je parle surtout au thème de lutteur. Après, les thèmes des pay-per-view, tout ça, je m'en fous un peu, perso. Après, ça peut aussi être utile dans tout ce qui est vidéo packaging, de présentation d'une rivalité, tout ça aussi, des choses comme ça. Mais enfin, moi personnellement, comme je sais pas si c'est parce que je suis mélomane que ça fait ça ou parce que ça fait ça que je suis mélomane, mais j'ai beaucoup de réminiscences qui me viennent ou comme ça, ce qu'on appelle des madeleines de Proust à travers la musique. Et quand je réentends des musiques que j'ai beaucoup entendues de catch de quand j'étais enfant, ça stimule le côté nostalgie aussi, et donc c'est vachement important à ce titre-là, à mon sens aussi. Voilà, c'est-à-dire que ça imprime dans la mémoire inconsciente beaucoup plus que les images, je trouve, la musique. Donc, petite analyse comme ça. Et dernière question de Rizitas, tu as aussi déjà parlé de Dragon Ball dans une vidéo, regardes-tu d'autres animés japonais? Encore une question complètement random. Alors, pas tant que ça. Pourtant, j'aime beaucoup ce que j'ai vu. C'est vrai que Dragon Ball, sans le Z, quand Goku est enfant, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé excellent. Sinon, comme je suis un peu glauque, je regarde Okuto no Ken, donc c'est Ken le survivant, mais en japonais, et Urotsuki Doji. C'est surtout pour ça le côté glauque. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, Urotsuki Doji, de toute façon c'est du japonais transcrit, donc ça s'écrit comme ça se prononce. Il y a mon chat qui me fait chier là, bref. Qui est un mélange hentai gore. Ça donne envie. Non, sinon, voilà, j'ai pas creusé plus que ça. J'ai vu des trucs comme Death Note, les Miyazaki, tout ça, mais bref, rien de. J'ai pas creusé plus que ça. Pourtant, j'aime bien ce que j'ai vu. Akira aussi, excellent. Bref, que j'ai revu il y a pas longtemps. Voilà, donc c'est tout pour les questions de Rizitas. Merci pour tes questions assez étonnantes, mais ceci dit, ça change. Et comme cette vidéo est elle-même un peu bizarre, ben pourquoi pas. On passe aux questions de Sanity, plus traditionnelles, mais toujours sympa. Peux-tu me citer le maximum de lutteurs ayant signé un contrat à la WWF, WWE, mais pas en full-time, dans le sens où le lutteur est payé par apparition? Alors, d'ailleurs, on peut déjà faire une distinction entre les combattants qui sont signés pas en full-time, mais qui ne sont pas payés par apparition véritablement. Enfin, il y a le cas d'un gars comme Brock Lesnar, qui est pas payé, qui est pas en full-time, vous le voyez bien, mais il n'est pas non plus libre d'aller faire des combats ailleurs. Donc il a une espèce de contrat full-time, mais il a dans son contrat un nombre d'apparitions stipulé. Ouais. Et vous avez les gars qui sont payés par apparition véritablement, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour une soirée. Ils doivent se rendre dispo pour la soirée, et voilà. C'était le cas avant à WWF, dans les années 70-80, et même avant les années 70 certainement aussi, c'était le cas pour toutes les fédérations à mon sens, quasiment. La norme c'était d'avoir des pay per appearances, hein, donc payés par apparition, pour la plupart des lutteurs. Et évidemment, les lutteurs les plus importants avaient peut-être une espèce de garantie, et donc restaient dans des territoires donnés, et finissaient par avoir une espèce de contrat full-time tacite, si vous voulez. Mais beaucoup de gens étaient signés comme ça, hein, à la WWF en 1980, que j'ai regardé il n'y a pas longtemps.
des gars comme Stan Hansen, Tito Santana, Ken Patera, Greg Gagne, Tatsumi Fujinami, Thor Kamata, j'en sais rien, je vous cite des mecs en vrac, étaient signés par apparition comme ça, mais on les a vus plusieurs fois dans l'année. Donc c'était une norme avant. Donc je peux pas te citer une liste de tous les gars qui ont été sous ce contrat-là, puisque ça serait une liste assez énorme. À partir du moment où ça a plus été la norme, c'est-à-dire dans les années 90, finalement il y en a eu très très peu. Les cas, c'est soit des cas comme Brock Lesnar avec des contrats un peu bizarres, soit des gars qui étaient à l'essai et qui allaient faire un combat soit en dark match, soit à Velocity ou des trucs comme ça. Donc voilà, je suis pas hyper calé sur le sujet. À la limite, si tu veux vraiment avoir une réponse un peu plus détaillée, demande à partir de, je sais pas moi, mettons 1990, peux-tu me citer là et demande ça, je pense, je sais pas s'ils vont pouvoir te renseigner, mais essaye toujours à la fabuleuse histoire du catch américain. Norbert Feuillon, Ramin Brantor, à mon avis, ils seront meilleurs que moi pour répondre à ce genre de questions très pointues sur des éléments backstage. Moi, j'ai regardé beaucoup de catch, mais je me suis pas forcément documenté sur certains trucs comme ça. Et je pense que eux plus. Moi, je sais pas. Enfin, essaye toujours. Peut-être qu'ils vont te répondre et demande à machin. Donc, bref, on sait pas. Bref, ensuite, question suivante. Alors là, je vais pouvoir être un peu plus utile. Que peux-tu me dire sur le championnat junior de la WWF? Pour te dire, je ne savais même pas que ce titre avait existé. Du coup, je me demande pourquoi. Dans quelle mesure le partenariat avec la New Japan Pro Wrestling et la NWA avait un rôle sur le championnat? Car je ne crois pas que le titre soit défendu à la WWF. Et a-t-il été intéressant et impactant dans l'histoire? Alors, d'abord, tu remarqueras le nom du titre. Junior. Junior, aux États-Unis, ça veut dire, ça renvoie à une catégorie d'âge. Ça renvoie à un âge. Au Japon, ça renvoie à une catégorie de poids. Donc le fait que le titre de la WWF s'appelle Junior Heavyweight, pour moi, implicitement, j'entends, ça a été fait pour les Japonais. Voilà. Ou voire par les Japonais. Ce que je peux te dire sur ce titre, c'est qu'il a été assez peu, mais c'est arrivé, défendu à la WWF. Alors, il y a eu des Dynamite Kid Tiger Mask à la WWF dans des house shows retransmis en closed circuit. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à la vidéo sur les années 80 dans la lutte nord-américaine. J'ai fait une vidéo comme ça il y a quelques mois. Et je sais qu'en 1980 ou 80, j'ai vu une défense de titre assez cool de Fujinami contre... C'était contre qui? Peut-être bien José Estrada ou un mec comme ça. Un jobber, mais qui est très talentueux. Je vous en parlerai quand je ferai l'année 80 ou 80 dans les territoires NWA. Mais voilà, il a été défendu. Mais je crois que le titre a été surtout fait par la WWF pour faire l'équivalent de ce que la NWA avait fait pour la All Japan Pro Wrestling, c'est-à-dire des titres qui étaient défendus aussi bien aux États-Unis que au Japon, et qui donnaient beaucoup de prestige du coup au Japon, auprès du public japonais. Et bien la WWF a fait la même chose pour la New Japan Pro Wrestling, puisque WWF et New Japan Pro Wrestling étaient en gros les fédérations dissidentes. C'est-à-dire que la WWF n'était plus affiliée à la NWA, et la New Japan Pro Wrestling l'a jamais été en face. Donc ils sont un peu serrés les coudes en se disant si on peut s'aider l'un à l'autre, etc. Donc la WWF a récupéré quelques lutteurs de la New Japan ponctuellement, Inoki parfois, Killer Khan, Fujinami un petit peu parfois, etc. Bon, ça leur était pas forcément très utile, mais voilà, c'est toujours ça de prix. Et ça m'étonnerait pas que le titre ait été demandé carrément par Antonio Inoki, le président de la New Japan Pro Wrestling, pour l'aider un petit peu à crédibiliser sa division Junior Heavyweight qu'il était en train de créer. Voilà. Et alors tu me demandes quelle était la mesure du partenariat avec la NWA? Zéro. La NWA n'a rien à voir là-dedans. WF NWA, à partir du moment où le titre a été créé, alors je sais plus en quelle année il a été créé, mais je pense qu'il a été créé après l'émancipation quasi totale de la WF par rapport à la NWA. Il faut comprendre qu'avant qu'ils se mettent en guerre, ils étaient séparés, mais ils cohabitaient volontiers. Donc voilà, c'est à cette période-là que je crois que le titre a été créé. Voilà. Et est-ce qu'il était impactant dans l'histoire? Alors, dans l'histoire tout court, oui, parce que mine de rien, il a permis de crédibiliser, si vous voulez, auprès du public japonais, les poids légers de la New Japan Pro Wrestling, qui était une nouvelle brand, en fait, quelque part, que Inoki essayait d'imposer, et qui a énormément pris, et qui est devenue majeure dans l'histoire du catch japonais, et très influente en plus dans le style. Donc là, à ce niveau-là, oui, ça a été impactant, même si sans ça, ça se serait passé de la même manière, je pense. Dans l'histoire de la WWF, par contre, non, que dalle. D'ailleurs, limite, quand ils ont créé le titre en 97,
de poids lightweight, je sais plus comment il s'appelait le titre, je crois que c'est lightweight, avec Taka Michinoku, tout ça. Limite, ils ont fait aucune référence du fait qu'il y a déjà eu un titre comme ça existant avant. Ils sont partis sur des nouvelles bases comme s'il n'y avait rien eu. C'est pour dire à quel point ça n'a pas été impactant, alors que dans les combattants prestigieux, il y avait eu quand même Tiger Mask, Dynamite Kid, Fujinami, c'est des noms qui parlent un petit peu inconsciemment, je trouve. Et voilà. Voire plus que inconsciemment. Bref. Dernière question de Superbe Silva, ça va être rapide. As-tu un compte Twitter? Non. Voilà, je vous ai dit que ça serait rapide. Non, clairement, j'en ai pas, j'éprouve pas le besoin d'avoir un compte Twitter. J'essaye pas, par ma chaîne, de créer une marque ou quoi, c'est vraiment moi en tant que personne, donc Arnaud, là, qui vous parle. Et si vous voulez me contacter, contactez-moi par des réseaux sociaux que j'utilise dans ma vie personnelle, normale. J'ai pas créé un espèce de compte pour la chaîne, si vous voulez. Donc si vous me contactez sur mon Skype, c'est mon Skype normal, sur Facebook, c'est Facebook normal, etc. etc. Voilà. Donc si tu veux communiquer avec moi, il n'y a pas de Twitter. Et il n'y a pas de news à aller choper sur Twitter, parce que je ne fais pas de news pour ma chaîne. Il faut se démerder. C'est comme ça. Voilà. Ça plaît pas, c'est pas grave. Voilà. Donc je passe maintenant au sujet de la vidéo, le MMA et le catch. Quid. Alors, je vais essayer de faire que ça soit pas trop long et que ce soit pas trop vrac. Je vais essayer d'être clair. J'ai une petite dizaine de points à aborder. Et je répète que ce sont des choses qui me sont venues en regardant du MMA. Et souvent, je me suis dit, putain, pourquoi il se passe ça dans le MMA et ça marche pas comme ça dans le catch? Ou, putain, c'est con qu'ils fassent pas ça comme ça dans le catch. Ou, tiens, c'est marrant, mais en catch, ils se font comme ça et en MMA, ils s'y prennent comme ci. Ou des trucs comme ça. Vous voyez, c'est toujours comme partie comme ça. Et parfois, j'ai un peu déroulé la bobine jusqu'à avoir des petites théories qui vont derrière. Ou parfois pas. Voilà. Donc je vais commencer, vous allez vite voir un peu le délire, j'espère que ça va vous intéresser. Et je risque de vous poser des questions aussi, ça c'est assez rigolo. Alors première chose, alors c'est un sentiment, c'est une théorie. Je me demande si, vous savez, sur cette chaîne je dis souvent que le catch, aujourd'hui, ce qui le caractérise le plus, c'est cette volonté d'être impressionnant d'un point de vue athlétique et technique. Les meilleurs matchs récents sont toujours des matchs qui ont une énorme qualité d'un point de vue démonstration de qualité athlétique et technique. Il y a peut-être 2 fois démonstration dans ma phrase, mais vous avez compris. Je pense pas que grand monde va venir contester ça, mais malgré tout, je vais essayer de vous le démontrer vite fait. Il y a typiquement les matchs avec des démonstrations de move, high fly, des séquences d'agilité impressionnantes. Évidemment. Il y a tout ce qui est spot fest, puisque mine de rien, c'est le fait que les spots sont impressionnants qui font la qualité des spot fest. Et des spot fest peuvent être extrêmement plébiscités, quand même le reste très pourri. Donc là, on le trouve. Après, il y a aussi tout ce qui est slugfest, donc les matchs où les mecs se stiffent la gueule comme des grosses brutes, comme par exemple Ishii, Shibata, Goto, ces mecs-là, vous voyez, à la New Japan par exemple, ou quand c'est vraiment hyper stiff et que tout d'un coup ça dégage quelque chose de vraiment violent, tout d'un coup c'est plébiscité aussi. Et puis vous avez des matchs où il y a un peu de tout, il y a du chain wrestling de qualité, de la technique, grosse débauche d'énergie, tout ça. En fait, il faut qu'il y ait beaucoup à ce niveau-là pour que les gens aime vraiment beaucoup un match aujourd'hui et que Meltzer mette ses étoiles, etc., etc. Je dis pas que les autres aspects n'ont plus d'importance, mais on va dire qu'ils pèsent beaucoup moins dans la balance que cette catégorie de qualité-là. Voilà. J'en veux pour preuve que par exemple Big Show, Big Cass à SummerSlam, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, c'était SummerSlam donc, qui a un bon storytelling, mais qui est assez nul d'un point de vue skills in ring, de démonstration de qualité technique, athlétique ou autre, n'a pas été aimé par grand monde. Bon, moi je l'ai plutôt aimé, parce que le storytelling était bien et que c'est peut-être ce qui me fait le plus vibrer, moi. C'est l'angle, le truc qui me touche le plus, on va dire. Mais en fait, voilà, je suis dans la minorité aujourd'hui. Donc force est de constater que c'est peut-être même pas pertinent de faire un match comme ça en 2017, quelque part. Voilà. Donc ça, c'est un ressenti que j'ai et je crois qu'il est partagé par la plupart d'entre vous. Bon. Eh bien, je me demande si cette évolution du catch, là, elle n'est pas basée sur une espèce de complexe ou de frustration, je sais pas, que les catcheurs ou que le monde du catch a consciemment ou inconsciemment vis-à-vis du MMA. Je m'explique. Si vous voulez, les catcheurs, maintenant que le MMA a émergé, ils passent un peu pour des faux. Voilà, des mecs qui font semblant de se battre, qui sont un peu des merdes, quoi. Et les vrais, les athlètes, les mecs qui ont vraiment des vraies qualités, c'est les mecs de MMA. Il y a forcément ça dans l'air, automatiquement. Et je me dis que c'est assez naturel et légitime que les catcheurs se disent « Non, attends, on n'est pas des billes. » Et ils ont raison de le dire, d'ailleurs. Et il faut que ça se voit. Donc, on va faire démonstration de nos qualités athlétiques et techniques. Vous voyez ?
Donc ça se traduit pas de la même manière selon les profils des combattants. S'ils sont costauds, ils vont montrer qu'ils ont vachement de force, etc. Un truc qui me fait penser ça, déjà, il y a ça, le fait que c'est assez naturel de penser ça, mais il y a aussi le fait que, je me rappelle, alors je sais plus quand est-ce que c'est ça, j'ai pas retrouvé le truc exact, mais j'avais vu, je me souviens qu'à un moment donné, Dana White, donc le président de l'UFC, avait répondu à un Twitter de quelqu'un qui lui demandait « Est-ce que tu vas regarder le combat de Brock Lesnar à la WWE ?» Et il avait répondu un truc à la limite de la provocation en disant « Non, moi je m'intéresse qu'au vrai combat. » Un truc comme ça. Et là, t'as plein de catcheurs qui lui sont tombés dessus, en disant hey, ma blessure aux côtes, tu crois qu'elle est pas vraie, et mes opérations à la colonne vertébrale, j'en ai eu 10, tu crois que c'est pour déconner, machin truc. Et j'avais trouvé ça limite pathétique, parce que Dana White dit pas que les blessures des catcheurs ou quoi sont fausses, il dit juste que ce sont pas des vrais combats, et il a raison, c'est pas des vrais combats, c'est arrangé, on le sait tous. Maintenant, là où je trouvais ça pathétique, c'est que je me dis les catcheurs ont l'air de même pas être fiers du fait qu'ils font de la fiction. Ils sont plutôt frustrés du fait qu'on les prenne pour défaut. C'est ça qui prend le pas. Et c'est ça qui me fait dire ça aussi, si vous voulez. Ils auraient répondu à un truc du style « Oui, c'est vrai qu'on fait des faux combats, mais regarde, est-ce que la fiction n'est pas plus intéressante et captivante pour des spectateurs que la réalité hein? Est-ce que le MMA, c'est pas de l'auto-branlette des mecs qui se battent et que nous, en fait, on fait un truc qui vient chercher le spectateur, comme le cinéma par rapport à un documentaire. Auto-branlette, vous enlevez. Hein. Vous avez compris ce que je veux dire. Le même intérêt qu'un film a par rapport à un documentaire, qu'un roman a par rapport à une biographie réaliste, même une biographie scénarisée comme Martin Eden, peut-être mon roman préféré de tous les temps, par rapport à une biographie hyper sérieuse et juste factuelle de Jack London, par exemple, ça serait moins intéressant, des choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à la fiction? Ils auraient même pu... Là, je fais de l'intello, hein, je vous le dis tout de suite. Ils auraient même pu citer Oscar Wilde qui dit « La vie imite l'art bien plus que l'art imite la vie ». Par exemple, ils auraient pu être fiers comme ça de dire « Ouais, on fait de la fiction, ou de l'art même peut-être, parce que le catch est de l'art, on peut se poser la question. » Bref, ils auraient pu être fiers de ça et lui répondre comme ça à Dana White. Et ils ne sont pas partis là-dessus. Et je me dis que peut-être que des vieux briscards auraient eu un argument dans ce registre-là. Ou des gens nostalgiques de peut-être une époque où le catch se pensait plus de cette manière-là, se conscientisait plus de cette manière-là, je sais pas. Ils auraient peut-être dit ça. Voilà. Donc, ouais, désolé pour le côté un peu intello des dernières paroles que j'ai prononcées, mais bon, je ne savais pas comment le dire autrement. Voilà. Donc, une théorie comme ça, est-ce que ça viendrait pas de là? Je n'ai évidemment aucune réponse à ça, mais je dirais que j'en suis plus persuadé que convaincu, mais j'en suis là. Dites-moi ce que vous en pensez. Quoi que vous en pensiez. Deuxième point. Alors là, vous n'allez pas me voir venir. Je ne vais pas mettre de quoi ça parle en dessous. L'être humain, souvent, n'adhère pas à quelque chose si on lui demande d'adhérer. Il adhère parce qu'il adhère, de lui-même. Et que si tu veux faire adhérer quelqu'un à une idée, il faut réussir à aller le chercher et à l'amener à ça. D'accord? Donc si je vous montre un truc, j'ai pas une image sous le coude là, mais si je vous montrais une image de quelqu'un en vous disant vous allez trouver cette personne belle, ou quoi, ça va pas marcher. Il faut que j'arrive à vous expliquer en quoi la personne est belle, ou je sais pas, c'est un peu bizarre de faire ça, ou un paysage, hein, ou une peinture, j'en sais rien. Si j'essaie de vous vendre un aspirateur, faut pas que vous voyez trop les ficelles de dire ah oui, c'est le meilleur aspirateur de tous les temps, vous allez le trouver génial et machin. Non, il faut que je vous explique comme si j'étais neutre, mais quand même je suis vendeur, donc je vous dis des trucs comme j'ai envie de les dire. Vous voyez, il faut y aller par une forme de subtilité. Alors pourquoi je dis ça? En fait, je me suis rendu compte que je trouvais les combattants de MMA souvent plus impressionnants que les combattants de catch. Et je me suis dit, c'est bizarre, parce que athlétiquement, certes, ils sont quand même affûtés et tout, il n'y a pas de problème. Mais ils font moins démonstration de leur technique, quelque part. Alors, on voit moins de choses dans un combat de MMA, quelque part. Alors pourquoi je pense ça? Et en fait, je me suis dit que je pense ça parce que le catch, notamment aujourd'hui en particulier, a un côté un peu comme un vendeur d'aspirateur qui est trop évident dans ses arguments. Ils sont trop en mode, on va vous en mettre plein la gueule, on va vous impressionner, et vous allez être impressionné. Et comme on sent que les mecs veulent juste nous impressionner par les moves, ou la débauche d'énergie, ou je sais pas quoi, et ben du coup, je le suis pas tant que ça. Il faudrait qu'ils m'amènent à être impressionné, en étant impressionnant l'air de rien. Vous voyez ce que je veux dire?
Et finalement, c'est ce qui fait que d'ailleurs, à mon sens, beaucoup de gens vont dire que Bret Hart ou Rick Steamboat étaient des super techniciens, alors que finalement, ils faisaient beaucoup moins de moves que des techniciens d'aujourd'hui, mais ils avaient l'air d'être efficaces dans ces moves-là, et de montrer une bonne qualité technique, l'air de rien, en essayant d'atteindre un autre but, qui n'était pas d'impressionner, qui était de gagner le match. En fait, il y avait un espèce de rapport un peu différent comme ça. Et donc, en fait, ça c'est une pensée que je me suis dit, qui vient aussi expliquer pourquoi finalement je suis pas en espèce d'admiration complète devant les catcheurs actuels, malgré qu'ils fassent des choses que finalement les mecs il y a 25-30 ans n'étaient pas capables de faire. Et si je reviens à ce que je disais avant, c'est vrai qu'il y a 25-30 ans, ils pouvaient se contenter de faire juste des coups de poing dans la gueule, et le mec fait semblant d'être KO, puis il revient, un truc comme ça, hyper con, à la Jerry Lawler à Memphis par exemple. Mais il le faisait à fond, parce qu'il se disait, personne va venir me dire je suis un faux ou quoi, je vais juste essayer de faire vibrer le spectateur. Leur but c'était ça. Aujourd'hui, ils se sentiraient un peu con de faire ça. Parce qu'ils se diraient, non mais les mecs, s'ils sont au courant de comment ça se passe dans un combat de MMA, ils vont jamais croire à mon truc, et ils vont se dire que je suis une merde, donc il faut que je montre. En fait, il y a un truc, tout ça c'est mélangé, c'est libre. Voilà. Donc la deuxième théorie, voilà, si je la résume, c'est que si j'ai l'impression qu'ils font un truc pour m'impressionner, et que je vois que c'est pour ça qu'ils le font, je serais moins impressionné que s'ils font un truc impressionnant en essayant d'atteindre un autre but, comme gagner un combat de MMA, comme dérouler un storytelling dans un match de catch. Et c'est une façon hyper simple de dire peut-être pourquoi j'adhère pas à certains combats de la New Japan Pro Wrestling que certains ont archi plébiscité, ou d'autres de la WWE et quoi. C'est une façon hyper simple de le dire, qui m'est venue en regardant du MMA. C'est pas magique ça. Voilà. Donc je continue. Troisième point. Un truc qui a été perdu dans le catch aussi. Alors, parfois ça sera au détriment du catch, parfois moins. Mais là c'est vrai que ça commence un petit peu pessimiste. Un truc que je trouve vachement cool et frais dans le MMA, que je trouve que ça a été un peu perdu dans le catch au fil du temps, c'est la vibe un peu du style le catch c'est une simulation de sport. En fait, alors là il y en a qui vont me dire ouais mais on sait que c'est faux, machin truc, plus de kayfabe, tout. Quelle que soit la fédération, même la plus geek, la plus nerdy possible, la plus indie dans l'esprit possible, s'il y a toujours un dénominateur commun à toutes les fédérations, quelles qu'elles soient, c'est cette notion de simulation de sport. Simplement, on peut mettre l'emphase dessus ou pas. Mais il y a toujours ça. Il n'y a pas eu une fédération jusqu'à maintenant qui s'est privée d'avoir un arbitre dans un match. Et d'avoir l'idée que les mecs font un combat pour gagner. Parce qu'on sait que c'est faux, donc il n'y a pas de vainqueur. Pourquoi ils font semblant d'avoir un vainqueur ? Pourquoi le mec qui gagne, il fait semblant d'être content ? Pourquoi l'arbitre, il fait semblant de faire 1-2, ah non, c'est pas la fin. Alors qu'il le sait très bien, puisqu'on lui a dit c'était quoi le finish. Voilà. Pourquoi ils font ça ? Certes, on sait que c'est faux, mais ces trucs-là, on veut pas les enlever malgré tout. Même les plus nerds, même les plus indies, ils les gardent, ces trucs-là. Ils peuvent se permettre d'exposer tout le reste du catch, mais cette facette-là, si tu l'enlèves, c'est plus du catch, et les fans, même les plus geeks, seraient pas contents qu'on enlève ça, alors qu'eux-mêmes disent, ouais, on sait que c'est faux, donc autant se faire plaisir. Mais malgré tout, ils vont pas au bout de leur propre affirmation. Et du coup, moi je me dis que si cet aspect-là de kayfabe, parce que c'est du kayfabe au final, si cet aspect-là du kayfabe est conservé et qu'elle est commune à tout le monde, est-ce qu'on ne devrait pas mettre à fond l'emphase sur ça ? Et est-ce qu'on ne s'est pas un peu perdu avec le temps là-dessus ? Moi c'est ce que je pense. J'avais cité, quand j'avais parlé de WrestleMania dernier, ou je ne sais plus à quelle occasion, quelle vidéo j'avais fait, du fait que Stephanie McMahon avait débarqué pour présenter Triple H, ou je ne sais plus quel match, habillée en Golgoth, parler au public comme si c'était des mecs de l'Antiquité romaine, ou je sais pas quoi. Ça n'a aucune cohérence ce que je dis au niveau Golgoth, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui lui a pété un câble de faire ça ? Dans son personnage du quotidien de Raw, elle n'est pas comme ça. Et là, tout le monde a admis ça parce qu'ils se disent, ouais, c'est le show, c'est WrestleMania. Oui, mais d'accord, mais si WrestleMania c'est juste le Super Bowl du catch et que c'est une compétition sportive, il n'y a pas de raison que les mecs ils fassent comme dans une kermesse et que tout d'un coup ils mettent un déguisement et qu'ils jouent à Gugus. Bray Wyatt, dans un WrestleMania récent, il est rentré, il animait des zombies. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs sur le bord du côté, enfin la rampe, et ils venaient, ils faisaient comme ça, les mecs ils s'animaient en zombies. Alors là, soit tu te dis, in kayfabe, il a le pouvoir d'animer des zombies, soit tu te dis, in kayfabe, le mec s'est dit, c'est WrestleMania, il faudrait que je fasse une entrée un peu classe, que le public kiffe,
Donc je vais animer des zombies en rentrant. Ou alors tu te dis, on est orc et faible, et il se dit c'est WrestleMania, on va faire un peu des trucs rigolos. Voilà. Et en fait, tu peux pas le voir autrement que orc et faible, parce que les deux autres théories sont quand même complètement cons. Bray Wyatt qui se dit, je vais animer des zombies, enfin faire semblant d'animer des zombies, ça va faire plaisir aux enfants, ça va pas avec son personnage. Et Bray Wyatt qui anime des zombies, t'as pas envie d'aller dans cette théorie-là, parce que tu dis qu'on se barre un petit peu en couille. Donc forcément, t'es sorti du cadre que c'est un compétiteur qui vient faire un match. T'es sorti de ça. Certes, ça mange pas de pain, hein. Tu vas me dire, c'est passé comme ça, tu t'en es même pas rendu compte. Mais tous ces petits trucs-là, parce qu'il y en a plein d'autres, la manière dont ils luttent, tout, enfin, le fait que les mecs viennent faire des promos, il y a personne qui les interviewe, ils viennent, ils prennent un micro. C'est un peu con quelque part. Et il y en a plein des trucs comme ça. En fait, le catch c'est conscientisé comme étant quelque chose de faux, et du coup, il ne cherche plus à renforcer cette impression de simulation de sport, d'avoir des compétiteurs qui viennent faire des matchs qui sont parfois stressés, parfois ils sont trop sûrs d'eux, parfois ceci. Et du coup, ils renforcent plus le côté show, et en renforçant le côté show, ils affaiblissent ça qui est pourtant un truc hyper important. Et quand tu auras du MMA et que forcément la vibration de sport elle est là puisque c'est du sport, tout d'un coup c'est rafraîchissant parce que les choses ont un sens, ont un intérêt, c'est frais à ce titre-là. Je pense qu'en perdant cette vibe-là, on perd au niveau de la dramaturgie et de l'importance de ce qui se passe. Tout d'un coup, on a l'impression que tout ce qui se passe c'est fait pour le show. Alors que si on est dans le cadre d'un sport, tout ce qui se passe ça s'inscrit dans l'histoire du sport. Beaucoup de gens disent ouais, ce qui est dommage aujourd'hui avec la WWE, c'est que plus rien ne semble avoir de l'importance, les titres semblent avoir moins d'importance, moi je crois que ça vient aussi de là, en fait. Ça vient du fait que, en perdant la vibration de sport, on perd la vibration de péril, on perd la vibration d'importance, d'avoir atteint tel résultat, etc. etc. Voilà, un petit peu. Ouais, je vais m'arrêter là-dessus. Donc là encore, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Point suivant, numéro 4. Alors, tiens, les combattants de MMA disent souvent, je peux en attester maintenant, avoir vu beaucoup de MMA, disent souvent qu'ils veulent avoir le Fight of the Night, puisqu'ils ont une prime, s'ils ont le Fight of the Night d'ailleurs, et ils veulent faire plaisir aux fans, et limite, le résultat n'importe pas tant que ça, du moment que je fais plaisir à mes fans, des trucs comme ça. Ils disent des trucs comme ça, vraiment. Et j'ai souvent entendu, moi-même j'ai dû le dire, je l'ai lu, je l'ai entendu sur des forums, je l'ai entendu sur des chroniques de différentes personnes, en anglais, en français, que c'est complètement con que les catcheurs disent ça. Ils devraient pas dire ça, les mecs ils sont censés venir pour gagner. Ils devraient pas dire j'ai envie de faire le match de l'année, ou voilà. Et notamment, voilà, quand ils le disent sur Twitter, ouais j'ai eu le match de l'année, machin, on dit ouais c'est complètement con, enfin ce genre de truc. Vous voyez bien ce que je veux dire. Alors pourquoi ça serait con si les mecs, dans une forme de combat qui est réelle, peuvent le dire. On peut quand même l'intégrer dans une fiction de combat, après tout. Alors en fait, donc déjà, une affirmation là, on peut l'intégrer, clairement. Puisque ça existe dans la réalité, pourquoi ça n'existerait pas dans une fiction qui, finalement, est une espèce de grossissement de la réalité, hein, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte, un petit peu en réfléchissant un peu plus loin là-dessus, que les combattants en MMA qui disent ça, c'est pas n'importe lesquels. Ce ne sont pas les top contenders, les mecs qui viennent avoir un match pour le titre ou avoir un match pour être tout en haut de l'échelle et aller toper un match pour le titre pour plus tard ou être un number one contender ou ce genre de truc. C'est pas eux. Ceux qui disent ça, c'est soit des stars qui sont plus dans leur prime et qui sont un peu en mode roue libre, le temps de finir, type, j'en sais rien moi, Crow Cop en 2011 ou un truc comme ça, ou Chuck Liddell dans la fin de sa carrière, ou je sais pas, des mecs comme ça. Ou des gars qui, on le sait, n'arriveront jamais à atteindre le top niveau. Et ils le savent en fait. Limite, ils le savent eux-mêmes. Et pour exister, et peut-être un petit peu aussi pour sauver les apparences pour eux-mêmes et auprès des fans, ils disent ouais, moi je donnerais tout pour le public. Enfin, tout d'un coup, ils endossent un autre rôle, ils essayent d'être non pas les meilleurs du point de vue sportif, mais le meilleur d'une autre manière en fait. Voilà. Donc ça, c'est des gars comme Chris Lieben, par exemple, si vous connaissez un peu à l'UFC. Qui c'est qui est beaucoup comme ça, Stéphane Bonnard par exemple aussi, ou Chris Lytle à l'UFC, ces mecs là c'est typiquement des gars qui on a l'impression limite ils cherchent même pas à gagner parfois, ils cherchent juste à faire un combat qui va être fun, et limite quand ça devient fun ils sourient pendant le combat, ils sont contents. Alors Chris Lytle ça dépend de la période de sa carrière, mais Stéphane Bonnard c'est vraiment ce profil là. Qui c'est que j'ai dit avant, je sais même plus qui j'ai dit, enfin bref il y en a pas mal qui sont comme ça au final. Au Japon aussi, au Pride, il y avait vraiment les mecs qui faisaient les malins comme ça, qui faisaient un peu les concons à chaque fois, quitte à se prendre des tôles. Typiquement, les catcheurs qui vont faire du MMA au Japon, il y en a eu pas mal.
Ils ont agi comme ça. Takayama contre Don Fry, on est complètement dans ce domaine-là, le mec. Il n'en avait rien à foutre de prendre des coups, il s'est dit c'est rigolo, ça fait plaisir au public. Il est dans son rôle de catcheur, le gars. Donc voilà. Donc du coup, si on retranscrit ça pour le catch, eh bien peut-être que ça peut être utile d'utiliser ça pour donner un peu de personnalité à des catcheurs de mid-card qui savent qu'ils n'auront pas jamais le top niveau, mais qui disent ouais, moi je donnerai tout dans le ring, machin truc. Peut-être que ça peut être utilisé à ce titre-là de façon peut-être moins gênante, plus naturelle, et venir s'ajouter à tout ce qui concerne la personnalité des lutteurs, pourquoi pas. Après tout. Et notamment pour tout ce qui est mecs qui font des moves de la troisième corde, type Neville là, qui fait son move, l'attaque, où il fait 40 tours sur lui-même et tout ça. On peut se dire pourquoi il fait autant de pirouettes dans les airs. Il peut pas faire un splash direct, ça fait le même impact à peu près. Et ben là, il pourrait le légitimer en disant ouais, mais moi je veux faire plaisir au public, je veux, voilà, un peu de panache, quoi, tu vois. Et tout d'un coup, on comprend la logique. Et elle est la même qu'un combattant de MMA qui se dit je vais pas aller mettre le match au sol parce que ça va être chiant pour le public, je préfère rester debout et en prendre plein la gueule. Voilà. Ça existe. Voilà. D'ailleurs, en passant, si vous voulez que je vous donne des combats de MMA que j'aime particulièrement, n'hésitez pas à me demander, je le ferai dans une prochaine vidéo éventuellement. Parce que ça aussi, je le liste. Parce que je suis un listomane en fait, hein. Je suis un peu foufou pour ça, mais bref. Voilà, donc point suivant, la dichotomie heel-face. Là aussi, dans les MMA, il n'y a pas les heels et les face. Donc heel, les mecs qui sont censés pas être appréciés du public, et les face qui sont censés être aimés du public. J'aime mieux dire ça comme ça que gentil méchant. Alors, il n'y a pas ça, et pourtant le public est ultra excité quand même régulièrement. Alors, parfois parce que il se passe un truc incroyable, parfois parce qu'il y a le Canadien qui affronte un mec qui n'est pas canadien, et l'UFC se passe au Canada, donc attention, genre Georges Saint-Pierre qui affronte Koscheck à Montréal, forcément il va prendre le rôle de face. C'est clair. Voilà, parfois on a quand même un rapport. Mais dans beaucoup de cas, il n'y a pas heel-face. Il y a juste une forte personnalité, voilà, qui a un profil en tant que combattant, qui a un profil dans le style de vie, dans la personnalité, qui affronte un autre gars qui n'a pas du tout ce profil-là. Et c'est quand on a ça, en général, que le public est le plus réactif. Ou alors quand on a deux gars qui incarnent complètement la même chose et qui se rentrent dedans, quoi. Vraiment, c'est le côté bam. Bon. C'est ça qui marche le mieux et c'est ça qui fait le plus réagir. En plus, évidemment, du fait d'avoir deux gars très compétitifs, d'avoir cette fierté mise en jeu, etc. Voilà. C'est ça qui fonctionne le mieux. Ce que je veux dire avec ça, c'est que finalement, le clivage heel-face, il n'est pas forcément indispensable dans le catch. Puisqu'on voit que le MMA est capable de faire des choses qui font générer énormément d'attention sans. Donc, c'est possible. Ceci dit, on voit que l'UFC notamment parfois essaye de créer des situations où on retrouve un peu ce profil, le favori et le mec que les gens n'aiment pas. Des situations comme ça, comme Georges Saint-Pierre contre Koscheck. Ils ont mis Koscheck exprès à Montréal parce que limite ils savaient qu'il allait se faire siffler et qu'il allait pouvoir en jouer parce qu'il a ce côté un peu j'aime jouer le méchant, un peu Koscheck. Bref. Et donc quelque part, si l'UFC cherche ça, ils savent que c'est parce que c'est plutôt cool. Donc le catch, forcément, et pouvant choisir ses scénarios, ses situations, eh ben, ça paraît assez logique qu'ils essayent de faire des situations comme ça aussi. Sauf que peut-être que le faire systématiquement et penser comme ça, systématiquement en termes de heel-face, sans se dire, non, le plus important, c'est d'abord ce que le personnage est, fondamentalement, et il sera heel ou face, ça découlera de ça. C'est peut-être là que ça s'est un peu perdu. C'est-à-dire que le mec ne doit pas être heel parce qu'il faut un heel. Il doit être heel parce que dans sa personnalité, par rapport à l'autre mec en face, c'est le rôle qu'il va endosser naturellement. Voilà. Et je crois que c'est un peu le problème d'ailleurs. Et c'est assez étonnant quand même quand on y réfléchit. L'UFC essaye de donner de la personnalité à ses combattants parce que sans ça, c'est peut-être un petit peu répétitif. Et quelque part, ils y arrivent aussi bien que le catch, alors qu'ils ne peuvent pas choisir qui va gagner. Donc c'est pas parce que le mec parle bien qu'il va gagner dans l'UFC. Et si seulement ils pouvaient choisir de faire gagner tous ceux qui parlaient bien, je peux te dire qu'ils le feraient. Ils peuvent pas le faire. Ils peuvent les avantager par le booking, ils peuvent leur donner des adversaires plus faciles, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent pas aller jusqu'à donner des résultats. Le catch, ils peuvent choisir qui va devenir le numéro 1, qui va devenir la star, etc. Dans une certaine mesure, en fonction de ces qualités-là, de personnage. Et du coup, il devrait avoir une énorme plus-value sur l'UFC au niveau de la qualité des personnages
et de comment ils nous font réagir, et finalement ils n'y arrivent pas plus que ça. Regardez un mec comme Conor McGregor, il fait presque plus réagir le public que n'importe quel lutteur de la WWE. C'est pas normal. Parce que Conor McGregor, enfin, quelque part, c'est pas son métier normalement de faire ça. Voilà. Il passe quand même beaucoup plus de temps, enfin j'espère pour lui, quoique c'est peut-être plus le cas parce qu'il n'a pas combattu toute l'année 2017, ceci dit, en MMA. Donc il s'entraîne peut-être pas tant que ça, mais j'allais dire, j'espère qu'il passe du temps à s'entraîner à sa boxe, son kickboxing, ses amenés au sol, son jiu-jitsu, etc., que à préparer ses promos. Et pourtant, il s'en sort très bien. Les mecs de catch, ils sont censés passer plus de temps à gérer ça, beaucoup plus, et ils n'arrivent pas à faire une plus-value là-dessus. Voilà. Et je dis sur Conor McGregor, vous allez me dire, ouais, c'est une exception, mais on aurait pu prendre cet exemple-là sur plein d'autres combattants dans l'histoire du MMA qui ont été capables de dégager beaucoup, beaucoup de choses. Et je parle pas forcément de personnages hauts en couleur, même un mec comme Randy Couture, il avait quelque part un personnage super développé et super attachant et tout ça, qui n'a jamais trop existé d'ailleurs en catch. On n'a pas de vrai équivalent de ce genre de personne. Alors que finalement, il s'en foutait, le gars. On a juste, l'UFC peut-être par 2-3 trucs a essayé de grossir un peu ce qu'il est réellement, le gars. Donc je sais pas, je me l'explique pas vraiment, mais peut-être que cette histoire de heel face a fini par faire oublier que la priorité c'était d'avoir le personnage avant tout. Voilà. Il y a beaucoup de combattants aujourd'hui à WWE où ça serait difficile d'expliquer leur personnalité. Comment tu veux raconter, je sais pas moi, Roman Reigns? Non, j'aurais pas dû prendre lui parce que vous allez encore lui tomber dessus et dire ouais, machin, il a pas de personnalité. Bon, Seth Rollins, beaucoup plus populaire. C'est quoi la personnalité de Seth Rollins au final? Ou même Cesaro, tiens. Comment tu décris la personnalité de Cesaro? Et limite, tu vas dire la même chose. Ouais, il est sûr de lui, il est sûr de ses capacités, il est ambitieux. En gros, ça va être un truc comme ça. C'est pourri. Il pourrait avoir des traits un peu particuliers, il pourrait être... voilà, lui, il provoque beaucoup les autres, il fait des blagues, j'en sais rien. Parce qu'à l'UFC, il y a des mecs comme ça. Il y en a qui sont très... il rigole jamais. Lui, dès qu'on lui dit dès qu'on le met un peu en difficulté dans les questions, il répond par des trucs qui n'ont pas de sens. Enfin, Chael Sonnen, c'était ça. Il disait de la grosse merde, en fait. Mais il disait ça avec un tel aplomb que c'était divertissant, quoi. Bref. Je trouve que... Voilà. Il y a un truc au niveau de la dichotomie heel-face qui n'existe pas dans le MMA et qui n'est pas un problème. Et qui existe dans le catch et qui devient peut-être un problème dans une certaine mesure parce que ça fait oublier que avant de penser heel face, il faut d'abord penser personnage. Voilà. Voilà. En plus du fait que l'UFC, je pense que les mecs développent ce qu'ils sont un peu en réalité en montant le volume, comme diraient certains, ou en grossissant le trait, comme diraient d'autres. Voilà. Alors que le catch, peut-être que parfois ils sont construits les personnages de façon trop artificielle. Ou peut-être qu'encore une fois, ils focalisent tellement sur l'aspect performance athlétique qu'ils oublient de développer le personnage. Alors que l'UFC, ils sont tellement au point d'un point de vue athlétique, ils sont pas frustrés du tout de ce côté-là. Ils tirent sur le truc qui pourrait leur manquer, c'est-à-dire le côté personnage. J'en sais rien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez là encore. Je continue. Alors, concernant ce qui est faux dans le MMA et dans le catch, parce qu'il y a des choses qui sont fausses dans le MMA, et l'acceptation de ça. Oui. Dans le MMA, il y a des choses qui sont fausses. Big news. Les mecs, quand ils disent qu'ils se détestent, lui c'est un connard, je vais me le faire, machin truc, et qu'après le combat, ils se serrent la main, ils se prennent dans les bras, et puis quand Joe Rogan dit tout le trash talk, ça t'a perturbé, ah non, c'était pour faire la promo du combat, pour faire du bon business, machin. Ils disent ça, les mecs, ils disent ça explicitement, régulièrement. Chaque UFC, il y a au moins un combat où le mec dit ça, limite. Tu te dis, c'est affolant. Ils disent ça, et personne siffle, tu vois. Personne se dit, c'est quoi ce bordel? Ils nous prennent pour des cons, machin truc. Personne dit ça. Tu dis, ouais, normal. Tu vois. Et à côté de ça, t'as plein de gens qui vont dire, ouais, le catch, c'est pas cool parce que c'est faux. En passant. Et c'est assez étonnant parce que finalement, que le catch soit faux, c'est finalement, limite, c'est comme quand tu dis, je descends en bas, quoi. Comment ça s'appelle cette figure de style? Je sais plus. Mais non, c'est pas oxymore du coup, je me rappelle plus comment on appelle ça. Bref, vous allez vous en rappeler, vous chercherez sur internet si vous voulez vraiment le savoir, mais en gros, ça n'a aucun intérêt de le dire, puisque c'est implicite. Le catch, c'est par définition faux. Dans le sens fictif, scénarisé. D'accord. Mais dans le MMA, il ne devrait pas y avoir ça. Rien ne devrait être faux. Limite, ça se définit par le fait que c'est vrai, quelque part.
puisque c'est du sport. Et pourtant, ils se permettent d'avoir des trucs faux et ça ne gêne personne. C'est quand même étonnant de voir comment les gens réagissent à ça. Voilà. Ça, je sais pas pourquoi. Faudrait, si quelqu'un sait pourquoi dans le MMA les mecs acceptent cet aspect faux sans broncher, c'est intéressant. Je sais pas. C'est quand même étonnant, je trouve. Alors tiens, aussi j'ai souvent parlé de kayfabe et j'ai envie de rajouter un truc. J'ai regardé récemment un documentaire sur le cinéma qui parlait de Georges Méliès. Georges Méliès, c'est le père fondateur du cinéma pour beaucoup d'historiens. Et avant de faire du cinéma, c'était un prestidigitateur. Je me suis appliqué parce que je croyais que j'allais pas réussir à le dire. Et en fait, lui, Georges Méliès, pensait que si on dévoilait les techniques de cinéma, la magie que les gens allaient ressentir face à un film allait disparaître. Ceci dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en pagaille? Des making-of. On a plein de making-of. Et est-ce que les gens ont moins peur devant les films d'horreur, rigolent moins devant les films comiques, sont moins émus devant les films d'amour, j'en sais rien, enfin bref. Est-ce que les gens sont moins dedans dans les films? Non. Donc on peut dire que quelque part Georges Méliès se trompait. Bon, paix à son âme. Bon, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le catch, finalement, le fait qu'on sache que c'est faux, le fait qu'on voit les ficelles, le fait qu'il y ait toutes ces émissions, c'est pas censé perturber notre plaisir. Et finalement, on a peut-être le même truc avec le fait que dans le MMA, on sait que c'est faux, les rivalités, tout ce qui se disent, mais quand même, on y prend un certain plaisir. Bon, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Et est-ce qu'on peut dire que quelque part, il y a une forme de mini kayfabe ponctuel, ce qui se fait toujours défoncer à la fin du combat, qui existe dans le MMA. Et que finalement, le fait qu'il soit hyper à l'aise avec, et qu'il cherche pas à aller au bout du kayfabe, à nous faire croire jusqu'au bout qu'en fait ils se détestent, alors que si on fait des enquêtes, on se rendra compte qu'en fait ils s'aiment bien. Le fait qu'il soit honnête avec ça fait que on passe dessus, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est assez étonnant. Voilà. Alors, j'ai souvent parlé de kayfabe dans ma chaîne, mais je voulais rajouter ce petit truc sur Georges Méliès, parce que je trouvais ça étonnant et intéressant, qu'à une époque, et d'ailleurs ils utilisent le terme suspension de la crédibilité dans le documentaire sur le cinéma, c'est ça qui est assez étonnant. Ils utilisaient exactement ce terme-là, pour expliquer que finalement, si on ne voit pas les ficelles à l'écran quand on est face à l'œuvre, on suspend sa crédibilité et ça ne pose pas problème de savoir que c'est faux malgré tout. C'est hyper intéressant d'avoir ça dans un documentaire sur le cinéma, alors que moi j'ai utilisé exactement ces mots-là pour parler du kayfabe dans le catch. Comme quoi il y a vraiment une grosse proximité entre les deux. Voilà, je voulais rajouter ça. Point suivant. Alors, les spectateurs. Alors ça c'est hyper intéressant aussi. Je suis à peu près certain que si je vous mettais un son de spectateur pendant, mettons, 2 minutes de MMA et un son de spectateur de catch actuel, vous sauriez dire lequel est lequel. C'est hallucinant ça. Pourquoi? Alors, parce que le pourquoi il est hyper intéressant. Pourquoi on arrive à distinguer la différence de son entre des publics de catch et un public de MMA? Je parle vraiment du son du spectateur, hein, pas ce qui se passe dans le ring. Alors, moi, je trouve que ce qui les caractérise l'un par rapport à l'autre, c'est que le public de MMA réagit de façon organique. C'est-à-dire qu'ils sont spontanés, ils réagissent dans l'arène à peu près comme ils réagiraient dans leur salon. Et comme réagit Joe Rogan, le commentateur, que j'adore. Excellent Joe Rogan, vraiment hyper cool. Toujours, des fois il se permet des blagues en plus limite, ça me fait trop marrer, enfin bref. Et oui, ils sont là, waouh et tout, des trucs comme ça, voilà, ils gueulent. Ou quand un mec prend cher, ils sont là, ouh et tout, enfin des trucs comme ça. Et t'entends ça dans l'arena, tu vois, c'est très organique. Et ça en catch, tu l'as un petit peu, évidemment, mais ce qui suit, c'est pas du tout organique, c'est presque une espèce de se dire, ils sont conscients, là encore c'est de la conscientisation, ils sont conscients d'être spectateurs d'un spectacle qui est faux, et du coup ils se permettent de dire, eh ben je vais rajouter ma réaction. Et donc, par exemple, s'ils voient un truc impressionnant, ils vont faire wow, et après, holy shit, holy shit. Tu chantes jamais holy shit dans ton salon. À la limite, tu dis holy shit une fois, tu vois. Mais tu te mets pas à le chanter, tu vois. Alors tu vas me dire, bah oui, mais là ils le chantent parce que les combattants vont les entendre. Ouais, à la limite, ça peut passer comme argument. Mais ceci dit, ça c'est plus valable quand tu chantes le nom du lutteur pour qu'il gagne. Mais ceci dit, quand tu dis holy shit ou quand tu chantes le nom du combattant ou quoi, t'es pas en train de l'encourager ou t'es, enfin, ah mais c'est ça en fait le truc. Tiens, je l'ai pas écrit ça, mais je viens de penser, ça y est. C'est qu'en fait t'es en train de l'encourager hors kayfabe.
C'est-à-dire que tu es en train de l'encourager non pas pour qu'il gagne le match, tu es en train de l'encourager pour qu'il continue dans sa performance. Tu es en train de lui dire, je kiffe ta performance, continue dans ta performance. Voilà, je savais pas vraiment comment le dire, j'ai eu la formulation qui m'est venue comme ça. Voilà, c'est ça en fait la différence. C'est que le public maintenant a conscientisé que le catch c'était faux, a conscientisé qu'il était une part intégrante du spectacle quelque part, et n'encourage plus vraiment un combattant à gagner le match, encourage le combattant en tant qu'artiste en lui disant c'est hyper cool ce que tu fais. Tu vois? Et du coup, eh ben, ça contribue à donner l'impression que c'est faux. Et c'est dommage. Parce que plus on le regarde comme si c'était vrai, plus on kiffe à mon avis. Et c'est pour ça que je préfère le public japonais, même s'il est peut-être en train de changer aujourd'hui. C'est qu'il regarde le catch comme il regardait le MMA à la même époque. Si vous regardez du catch de 2004 et du MMA à cette époque-là, du Pride, le public est pareil. Si t'as deux pélos dont t'as jamais entendu parler, qui commencent un combat et que c'est banal, ils sont silencieux. Et si tout d'un coup il se passe un truc étonnant, ils vont réagir. Et petit à petit ils vont être dedans. Si t'as deux stars, ils vont être bruyants dès le début. Voilà. Et d'ailleurs, en Pride comme en catch, t'avais toujours des noms, des filles qui faisaient, je sais pas moi, Misawa, comme ça, des voix aiguës, ça me fait marrer, comme si... Pardon, t'as pas ça aux États-Unis, hein, c'est assez étonnant. Ou peu. Voilà. Ou alors t'as ça pour Justin Bieber, mais pas dans le catch. Hein. Bref. Donc voilà, c'est assez étonnant ça, et je crois que ça vient de là. C'est une preuve de plus de dire que le catch se conscientise en tant que truc faux à tous les étages. Et je pense pas que ce soit une bonne chose. Je continue. Point suivant, la replay value. Alors enfin un point qui va être plutôt positif vis-à-vis du catch. C'est vrai que c'est un peu négatif ce que je dis depuis tout à l'heure. Bon, je suis en train de regarder du MMA ancien. Parce qu'en fait, l'idée c'est que je me fasse toute l'histoire du MMA. Donc j'ai commencé en 93, c'était il y a quelques années ça. Et là je suis rendu en 2011, j'ai regardé tous les UFC, tous les Pride, plein de Strike Force, du Pancrase Hybrid Wrestling, du Dream aussi un petit peu, etc. Et donc c'est des vieux trucs. Je sais que Georges Saint-Pierre va être champion longtemps, je sais qu'Anderson Silva va être champion longtemps, etc., etc. Mais je regarde des combats quand même anciens. Ceci dit, je fais tout pour pas me spoiler parce que je réalise que pour le catch, pour le MMA, ça a un impact dans mon plaisir. Si je sais pas le résultat, je kiffe beaucoup plus. Alors que le catch, que je sache le résultat ou non, ça n'a pas beaucoup d'impact du tout dans mon plaisir. C'est assez étonnant. Perso. C'est peut-être perso. Et du coup, je trouve que ça fait que le catch a une beaucoup plus forte replay value, hein, du fait d'être revu et revu et revu et revu. Un peu comme un film où tout l'intérêt repose sur l'intrigue de savoir qui est le méchant. Et une fois que tu sais que c'est lui le méchant, tu dis bon, ok. Tu vois, c'est un peu pareil. Alors que les films qui ont un intérêt ailleurs, eh ben, tu peux les revoir 10 fois, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc à quoi ça tient finalement que le catch soit comme ça? Je ne sais pas vraiment. Ça tient peut-être simplement au fait que je sois plus passionné de catch que de MMA. Peut-être au fond, j'en sais rien. C'est une pensée comme ça. Donc si vous avez la réponse à cette question, pourquoi le catch a une meilleure replay value au fond, allez-y. Parce que j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé un truc qui me semblait valable. Voilà. Point suivant. Alors, les titres intermédiaires. Alors ça, c'est assez hallucinant aussi. Pensez-y 2 secondes. Est-ce qu'il y a des titres intermédiaires dans le MMA? Alors, j'aurais presque envie de dire oui. Bantamweight, flyweight, voire featherweight. Putain, tu te dis, c'est quand même des titres intermédiaires. Parce que si les mecs sont pas foutus de faire 65 kilos, peut-être qu'ils pourraient changer de sport. Tu vois, il n'y a pas une ligue de basket pour les mecs de moins d'un mètre 70. Bon. Donc ça... Ah, on m'appelle. Comment je fais? Alors, bon, pas grave, je laisse sonner. Donc, ça... quelque part, je trouve que c'est une manière de créer des titres là où il n'y en a pas forcément besoin. C'est un peu des sortes de titres intermédiaires, mais ça n'en est pas vraiment. Dans le catch, on a des vrais titres intermédiaires. On a les titres de champion US, champion intercontinental. Ça veut rien dire ce truc-là. Parce que tout le monde peut y avoir accès, quel que soit ton poids, quel que soit ton âge, quelle que soit ta nationalité, quel que soit n'importe quoi, tu peux être champion US ou champion poids lourd. Un peu comme toutes les équipes du championnat de France de football visent la première place pour être champion. Est-ce que le 10e, il va être champion mid-card ou milieu de tableau? Ça n'existe pas. T'as pas de champion milieu de tableau, t'as le champion de Ligue 2, mais c'est pas les mêmes équipes qui concourent. Donc c'est normal. Comme le champion cruiserweight, ou poids léger, ou junior, ou whatever, ou peu importe quoi. Ou le champion mexicain du roster de WWE, ou j'en sais rien, il y a un championnat UK, là, UK, hein. Où c'est pas les mêmes qui concourent, où c'est pas tout le roster, c'est juste un morceau, quoi. D'accord, une sous-catégorie. Mais si tout le monde peut concourir au titre US et au titre poids lourd,
il faudrait qu'il soit équivalent, enfin, ça n'a pas de sens, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Si un titre n'a pas une sous-catégorie, donc les titres intermédiaires dans le catch, je sais pas pourquoi, mais c'est admis. On admet qu'il y a des titres intermédiaires. On se dit, ok, il y a titre US, ça vaut moins que titre monde. Bon, après, au niveau US versus monde, on comprend la logique, mais intercontinental versus monde, il faudra m'expliquer. Hein, la différence entre intercontinental, tous les continents réunis, et monde, bon, je dis ça. Et il y a donc il y a des titres intermédiaires. C'est quand même étonnant ce truc-là, et que ce soit admis, parce que j'ai vu souvent ça sur les forums. Et si on enlevait les titres intermédiaires? Il y a ce genre de débat. Et t'as des gens qui disent ah bah non, ça va enlever des combats qui ont un enjeu, machin truc. Et est-ce que c'est pas là en fait, quand on dit ça, est-ce qu'on n'a pas répondu au problème? Enfin à la question, et on n'a pas pointé du doigt le problème qui fait la question. Le problème c'est que il y a beaucoup de combats qui n'ont pas d'intérêt si on met pas un titre dedans, si on met pas une queue du Mickey, tu vois. S'il n'y a pas une rivalité où deux mecs veulent se péter la gueule à tout prix et tout ça, et qui s'affrontent, même si c'est deux mecs super haut profil, hein, comment dire, des mecs qui valent quelque chose dans la hiérarchie du truc, les gens vont dire ah ouais, il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas d'enjeu direct, machin, donc c'est pas un combat si intéressant que ça. Voilà. Et ça pour moi c'est un problème, et les titres intermédiaires incarnent le fait que, quelque part, une fédération n'arrive pas à créer de l'intérêt sans mettre un enjeu concret. Voilà. Et il faut savoir que pendant très longtemps, des fédérations au Japon notamment, n'ont pas eu de titre. La New Japan Pro Wrestling n'avait pas de titre, à part le championnat poids léger, n'avait pas de titre. Il n'y avait pas de champion poids lourd. Mais je peux te dire que quand Inoki affrontait Choshu, il n'y a pas le titre en jeu, mais les gens comprennent que le vainqueur, ça va être le numéro 1. Il n'y a pas besoin de mettre le titre. Tu vois? Et quand tu as le numéro 4 qui affronte le numéro 5, les gens savent que, attention, là, ça déconne pas, c'est un match qui pèse. Tu vois? Et ça, ça a été perdu. Je ne vais pas dire parce que les titres intermédiaires, il ne faut quand même pas déconner. Je pense que les titres intermédiaires sont presque une réaction à ce phénomène-là. Pourquoi il y a eu ce phénomène-là, je ne sais pas, parce que c'est quand même vieux. Hein, les titres intermédiaires ont été créés il y a très très longtemps. Mais ils n'existent pas dans les MMA. Et ça serait complètement hallucinant et bizarre que ça existe. On trouverait ça, on se dirait, mais... T'imagines, l'UFC, il crée un titre de champion US poids lourd. Les gens ils se diraient, mais c'est complètement... Enfin, les mecs, limite les combattants, ils en auraient même pas envie de ce titre. Ils diraient, bah non, mais ça sert à rien. Moi, je veux être champion de poids lourd, quoi. Bref. Non, mais c'est vrai. Dites-moi ce que vous en pensez, là, encore. Il me reste 2 points. Bon. Alors, tiens. Un autre truc à l'avantage du catch, c'est le passage, si vous voulez, le pont entre MMA et catch. Au niveau carrière, je parle. Donc, vous prenez un combattant de MMA qui va faire du catch, et vous regardez la différence entre ça et un combattant de catch qui va faire du MMA. C'est impressionnant la différence. Un exemple hyper marquant. Matt Riddle. Déjà, est-ce que vous connaissez Matt Riddle? Vous qui regardez du catch. Alors, il y en a qui vont se dire, ah bah oui, je le connais. Faut les connaître, je regarde la Chikara. Non mais voilà. Mais Matt Riddle, c'était un très bon un très bon combattant de l'UFC. Il a un record du type 10 combats, 8 victoires, 2 défaites, un truc comme ça. Il est vraiment très bien, en plus très divertissant. Voilà. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est assez étonnant. Il s'est mis à faire du MMA. Du catch. Il venait du MMA, donc il était à l'UFC, il s'est mis à faire du catch. Et il est parti littéralement de zéro, le gars. D'ailleurs, il combat dans les Indies US et même pas en haut de l'affiche. Enfin, à ma dernière, j'ai pas regardé depuis longtemps, mais la dernière fois que j'ai regardé, il combattait en bas de l'affiche, hein, clairement. Ou dans des petites fédérations comme la Chikara, justement. Et c'est quand même étonnant, parce que si vous prenez un équivalent de lui à la WWE, parce qu'il était à l'UFC, hein, donc il n'était pas un mid-carder de Bellator, il était un mid-carder de l'UFC. Vous prenez un mid-carder de la WWE en face. Donc je sais pas, vous prenez... qui c'est que je pourrais prendre? Kofi Kingston? Ouais, peut-être que là, il a une longue carrière, il faudrait prendre un gars qui est mid-carder, mais qui est là depuis moins longtemps. Qui c'est que je pourrais prendre? Sami Zayn. J'en sais rien, voilà. Il est plutôt mid-carder, il n'est pas là depuis très très longtemps, et voilà. Bon. Et ben, si Sami Zayn va faire du MMA, je peux vous dire que il va y avoir une attention sur lui bien plus importante que l'attention que Matt Riddle a eue quand il s'est mis à faire du catch. Et ça va même plus loin, on va prendre des stars du MMA qui sont mis à faire du catch. Enfin, des stars. Toute proportion gardée. Stéphane Bonnard. Stéphane Bonnard, c'est quand même une grosse star en MMA, parce qu'il a fait partie du combat le plus mythique de l'histoire de l'UFC, à savoir Stéphane Bonnard contre Forrest Griffin, finale du premier
The Ultimate Fighter, qui est un combat hyper important historiquement, qui leur a donné tous les deux une cote spéciale, etc. C'est quand même une star parce qu'il a toujours fait partie des... Quand il a combattu, il est quasiment tout le temps mis dans la carte principale. Il a beaucoup de combats, il est divertissant, il est drôle au micro, etc. Enfin bref, il est connu, quoi. C'est vraiment une figure importante. C'est pas une légende, c'est pas un grand combattant, c'est une star. Voilà, c'est le niveau un peu en dessous. Et ben, il a combattu récemment à la TNA, tout le monde s'en carre la race. Je peux dire que les fans de catch, ils s'en foutent. Il y a Bonnard à la TNA, ça n'a pas attiré grand monde, hein, à mon avis, tout le monde s'en fout. Il y a même une époque où il y avait une rumeur, je ne sais même pas si ça a eu lieu ou pas, dites-moi, je ne connais pas bien la TNA, mais il y avait une rumeur à l'époque où ils voulaient ramener Tito Ortiz. Alors là, quand je te parle, Tito Ortiz, c'est une grosse star de MMA, très grosse star. Et ça, déjà, ça n'a pas attiré beaucoup de regards, quoi. Franchement, les gens, ils s'en foutent un peu. Et en plus, Tito Ortiz, c'était une star depuis longtemps. Il a une longue carrière, Tito Ortiz. Hein, c'est l'équivalent de CM Punk qui va à l'UFC, en gros. CM Punk qui va à l'UFC, t'as vu, il est dans la carte principale tout de suite, ça attire plein de regards et tout. Écoute la réaction du public quand CM Punk arrive à l'UFC. Quand même, tout le monde se doutait qu'il allait sûrement perdre. Tu vois? Alors, pourquoi ça? C'est étonnant. Pourquoi ça? Pourquoi les mecs, alors que l'UFC, c'est quand même à peu près aussi gros que la WWE aujourd'hui, quelque part. Pourquoi les stars de l'UFC qui vont faire du catch sont pas traités comme des stars dans le catch, alors que l'inverse c'est quand même relativement vrai. Ne me dites pas Brock Lesnar c'est un cas très particulier parce que il a fait catch, UFC, catch. Donc voilà, s'il avait fait UFC catch uniquement, il aurait fallu voir. Et je vous dis, il serait pas parti, il serait pas venu en main eventer, il serait venu en mid-carder ou un truc comme ça. À voir. Après c'est un cas particulier aussi parce que physiquement, c'est quand même un cas particulier physiquement. Je veux dire, le mec, voilà, c'est un monstre. Et puis, je sais pas, enfin bref. Mais voilà, tu ramènes Stipe Miocic, champion poids lourd aujourd'hui, tout le monde s'en carre la race, hein. Et tu ramènes ça à la WWE, les gens ils se disent c'est qui? Et tu le vois physiquement, déjà les 3/4 du public, voire plus, ils savent même pas qui c'est. Tu vois? Et même avant, hein, tu prenais un autre gars, Cain Velasquez, ils auraient dit tiens c'est Cain Velasquez, qu'est-ce qu'il a lui? Voilà. Super. Donc voilà, non mais c'est vrai, il faut quand même le dire. Donc on va faire exception quand même de gars comme Randy Couture ou je sais pas, ou peut-être Fyodor, ou peut-être certains cas très très particuliers qui auraient peut-être généré une réaction spéciale parce qu'ils sont spéciaux. Hein, d'une manière générale, tout le monde s'en serait foutu. Donc, je sais pas pourquoi, personnellement. Je me demande si c'est pas parce que, finalement, un combattant de MMA qui va faire du catch, on se dit, quelle est sa plus-value en tant que combattant de MMA? Pas vraiment, il n'y en a pas vraiment. Alors qu'un combattant de catch qui va faire du MMA, sa plus-value, c'est la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il vaut vraiment. Parce que finalement, il est une star du catch, mais ça se trouve, c'est une merde. Quand CM Punk est arrivé, en fait, CM Punk, il a un combat demain, il y aura beaucoup moins d'attention sur lui que pour le premier combat. Bon, il y en aura quand même parce qu'il y a eu tellement de temps entre le premier et le deuxième qu'on s'est dit c'est peut-être amélioré. Mais s'il avait fait un deuxième combat 3 mois après, les gens se sont dit bon, attends, en fait, il est nul le mec, donc ça sert à rien de regarder. Il y aurait eu beaucoup moins d'attention. Là, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Voilà. Et dernier point, les arbitres. Je finis pas par un truc très important. Les arbitres. Un truc qui me frappe aussi, c'est la différence dans le ressenti qu'on a en tant que spectateur vis-à-vis des arbitres en MMA et en catch. Déjà, à l'UFC, les arbitres, pardon, on annonce leur nom, ils sont mis un peu en valeur quand même. Bon, c'était pas le cas au Pride, ceci dit. Donc après, ce que je dis là, c'est pas valable pour tout le MMA, c'est vraiment valable spécifiquement pour l'UFC. Et honnêtement, si un combattant commence à parler à l'arbitre ou à mal réagir, tout de suite, il serait mal vu. Tu vois, on se dit c'est quoi ce bordel? À part si l'arbitre fait vraiment une grossière erreur, un truc, mais ils imposent une autorité quand même. Alors que dans le catch, c'est des clowns. Faut être clair. On s'en branle, les arbitres. Ils passent pour des billes. Ils dégagent aucune autorité. Franchement. Et ça, c'est un truc, c'est un art qui a été perdu. C'est vachement important d'avoir ça. Parce que si tu veux que ton heel, il ait vraiment l'air d'un connard, eh ben, il faut qu'il arrive à blouser, je sais pas mieux comme mot, désolé, à blouser une autorité qui a l'air valable. Et là, tu dis, putain, l'enculé, l'autre, il peut pas savoir que là, il se fait avoir. Et pourtant, c'est pas une merde. Et si ton arbitre, il passe pour une bille qui comprend rien, il n'y a pas d'autorité dans le bordel, et que le heel, il triche, tu vas te dire, ben, normal qu'il triche. Ouais, vous voyez, je suis prof. Et c'est exactement pareil. Si
les élèves ont le sentiment que de toute façon tu vois rien du tout, et que tu peux tricher, de toute façon ça va passer, limite si tu triches pas, t'es un con. Donc ils vont tous se mettre à tricher. Par contre, s'ils sentent que t'es au taquet et que ça t'importe, etc., ils vont arrêter. Donc il faut montrer que t'es au taquet en fait, pour pas qu'ils trichent au moins possible. Bah, ça paraît dans le catch quelque part. Si tu regardes ça et que tu dis l'arbitre c'était un clown, t'en veux même pas au heel de tricher. Tu dis c'est normal qu'il triche. Son l'autre c'est un boulet. Mais tu fais de la merde, on te dit rien. Il y a quand même un mec de MMA qui a foutu une droite, encore Josh Koscheck décidément. Donc c'est Paul Daly qui a voulu mettre une droite à Josh Koscheck après le combat. Genre il vient comme pour serrer la main, il veut lui en mettre une. Donc bah il a été viré le gars. Il a même pas été suspendu, il a été viré. Bon après ça aurait été une star, il aurait été suspendu. Mais comme il était un peu pourri, ils l'ont viré. Il a été à Strike Force après. Mais voilà, il a été viré. Bon, et ben pourquoi dans le catch, les mecs sont pas suspendus quand ils ont des actions répréhensibles? Ah, tu vas me dire, bah c'est normal, on sait que c'est faux, machin. Non, mais arrêtez avec ces arguments-là. Je veux un cadre de sport. Le mec, quand je me rappelle quand parfois ils mettent ça dans les storylines, mais quand Randy Orton il mettait des pun kicks à tout le monde, il foutait des gars à l'hosto, etc. Et il a jamais été suspendu, le gars. Il y avait des rumeurs, enfin peut-être que si là d'ailleurs dans cette storyline il y avait peut-être eu des histoires, mais je veux dire, il y a des mecs qui se sont fait tuer, qui se sont fait incarcérer, il y a des filles qui se sont fait frapper, violer, j'en sais rien, il y a eu toutes sortes d'histoires complètement n'importe quoi. Les mecs ils passent au-dessus de toute loi, de tout. C'est n'importe quoi. Et ça a contribué à donner l'impression que de toute façon c'est un cirque avec des clowns, que sont les arbitres, et que du coup, les heels ne peuvent pas être totalement heels, puisque finalement ça serait con de pas tricher dans ce contexte. Tu vois? C'est presque les faces qui passent pour des benets. Quelque part. Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs les plus gros faces dans le catch sont souvent des mecs qui sont un peu à la limite d'être des heels. C'est eux les plus populaires. Alors tu vas me dire, ouais, c'est le côté bad boy, machin, mais regarde à l'UFC, des mecs qui sont classe, qui sont toujours intègres et qui sont bons joueurs et tout ça, ils arrivent à être extrêmement populaires. Je reviens sur Randy Couture. Encore une fois, on peut pas faire plus classe que Randy Couture. Hyper beau joueur, fair play, tout ce que tu veux. Et il est méga face, le mec. C'est limite le plus populaire quasiment de l'UFC de tous les temps. Alors qu'un mec qui est un peu à la limite comme Tito Ortiz, il s'est fait siffler par une bonne partie du public quasiment toute sa carrière. C'est bizarre, ça s'est renversé et je crois que ça vient du fait que, quelque part, ça va avec le cadre du sport et que ce cadre a été perdu et qu'on perd ça et que peut-être pour que des heels et des faces fonctionnent bien, il faudrait qu'on récupère ce cadre. Ça paraît éloigné, mais je pense que c'est vachement important à ce titre-là. Et de toute façon, on parle peu des arbitres dans le catch, mais ils ont un rôle important à ce titre-là aussi. Voilà, donc c'est tout. Ça fait plein de choses. J'espère avoir des réactions, peut-être des questions. Et voilà. J'ai rien de plus à vous dire, donc je vous dirai à la prochaine. Je ne sais pas du tout quand, ni avec quoi, mais ça arrivera tôt ou tard. Il faut juste être patient. Voilà, donc à la prochaine. Bye.